les gens qui s'assemblaient autour d'un point de distribution affamés. Non, ces images, ça, vous ne les trouvez pas. Nous sommes effectivement en situation de pré-famine actuellement, où nous essayons d'intervenir suffisamment tôt pour prévenir précisément les images de 85. Trois ans après la terrible famine de 1984-85 qui fit 1 million de morts, l'Éthiopie crie à nouveau au secours. Le drame va-t-il se répéter? C'est dans le nord que les provinces sont les plus touchées, particulièrement en Érythrée et au Tigré. Cette fois-ci, pas de cadavres ambulants ou immobiles sur ces lieux qui virent mourir 10 000 personnes à la fin de 1984. Cette foule surgit comme un mirage du paysage lunaire et apparemment inhabité que nous venons de survoler et dans l'ensemble en bonne santé compte tenu des standards éthiopiens. Mais ces images rassurantes ont quelque chose de trompeur. Alors que la saison des pluies a lieu normalement de la mi-juin à la fin septembre, elle n'a commencé que vers le 15 août l'an dernier pour s'arrêter à la mi-septembre. Il faut donc une nouvelle fois nourrir ces gens, grâce à l'aide alimentaire de la communauté internationale à qui l'Éthiopie a demandé 1 300 000 tonnes de vivres. Mais cette aide est à double tranchant. Les distributions alimentaires sont un instrument extrêmement utile et nécessaire, mais ça peut aussi également être un instrument extrêmement dangereux. C'est utile de distribuer de la nourriture gratuitement aux gens quand ils en ont vraiment besoin. Mais quand ils n'en ont pas vraiment besoin, c'est extrêmement dangereux parce que ça les rend dépendants de l'aide extérieure. Et nous, ce qu'on veut surtout éviter dans une situation de pré-famine, c'est de rendre dépendants les gens de l'aide et d'en faire en quelque sorte mendiants. Si l'opinion internationale a été une nouvelle fois sensibilisée par le drame éthiopien, l'aide ne s'est en fait jamais interrompue depuis 1984. Même dans les années normales, l'Éthiopie manque chroniquement de 400 000 tonnes de céréales. Dans le Tigré central et l'Érythrée, 80 à 100% des semis n'ont rien donné l'an dernier, alors que le nord du Wollo n'a obtenu que 40% d'une récolte normale. En tout, il y aurait 7 à 8 millions de personnes menacées par la famine. Dans cette foule attendant une distribution, beaucoup ont déjà été secourus en 1984. Ces collaborateurs éthiopiens du CICR étaient déjà présents à l'époque. It's a big difference. On 84, it's very managed all people when you're and they are died, but this time it's okay. And even I can say I didn't see for the die for the starvation. And I say, of course, they are double our beneficiaries this time. And but it's okay the situation. And the help is better organized. Yeah, it's better. Cette situation nouvelle n'est pas une surprise. Elle était prévue depuis plusieurs mois. Comment donc les professionnels de l'humanitaire s'y sont-ils pris pour prévoir la catastrophe et pour mobiliser les moyens d'y faire face? Pendant les derniers 8 mois de l'année passée, nous avons reçu des informations selon lesquelles les pluies ne sont pas tombées, les paysans n'ont pas pu récolter. Nous avons pu suivre ces informations en nous rendant sur le terrain, en faisant des évaluations, et puis nous avons pu effectivement confirmer qu'il y aura en 88 un grand manque d'aliments, de nourriture, ici dans la partie nord de l'Éthiopie. Nous avons établi un système d'évaluation qui nous permet de détecter les zones
les régions qui ont des frais et des grands besoins. Nous surveillons de tout près les prix de marché. Là, c'est un excellent indicateur. Du moment que les prix des graines montent et du moment que le prix des animaux, la vente des animaux sur le marché baisse, c'est une indication très claire qu'il y a effectivement un problème. Parce qu'évidemment, plus que les gens manquent de nourriture, plus ils doivent en acheter. Ce qui fait que le prix de blé monte sur le marché. Et ils ont en même temps besoin d'argent, s'ils n'ont pas les moyens pour s'alimenter eux-mêmes par leur récolte. Ils ont besoin d'argent, et l'argent, ils peuvent l'obtenir essentiellement par la vente des animaux domestiques. Et avec cet argent-là, après, ils s'achètent de la nourriture. Après l'analyse et le diagnostic, l'appel à l'aide. Une nouvelle fois, le message a passé. La nourriture arrive, fournie pour l'essentiel par le marché commun et l'Amérique du Nord. Avec celui d'Assab, le port de Massawa est l'un des deux accès de l'Éthiopie à la mer Rouge. Le contrôle de ces ports est l'enjeu stratégique le plus important d'une guerre oubliée. Depuis 26 ans, en effet, l'armée éthiopienne se bat ici contre le Front de libération de l'Érythrée, qui revendique l'indépendance de cette province. Ces traces de combat témoignent des incursions que les rebelles érythréens ont effectuées dans la ville de Massawa. C'est donc ici qu'arrive d'abord l'aide internationale. Alors qu'Assab et Massawa ont une capacité d'absorption annuelle d'1 million de tonnes, soit 300 000 de moins que ce que l'Éthiopie doit normalement recevoir cette année, ce n'est pas jusqu'ici l'embouteillage. Ce jour-là, vers la mi-février, un seul navire est attaqué, déchargeant une cargaison d'huile de colza offerte par la communauté européenne. Petit détail, le gouvernement éthiopien fait payer des droits de port aux bateaux qui viennent le soulager d'un drame auquel il ne peut pas faire face lui-même. Sur les quais, quelques dizaines de tonnes de céréales seulement. Elles n'y restent que quelques jours avant d'être emportées par des convois. Rien à voir avec la gabegie d'il y a 3 ans, lorsque des montagnes de sacs pourrissaient sur place en raison d'une organisation et de moyens de transport insuffisants. Pourtant, le cauchemar du gaspillage pourrait bel et bien se reproduire. En cette fin du mois de mars, 250 000 tonnes de vivres restent entassées sur le port d'Assab en raison d'un manque chronique de camions. Les choses ont donc évolué négativement depuis février. Pour le moment, nous avons quand même encore de la nourriture en stock, tout du moins nous en avions. Les bateaux doivent arriver régulièrement. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de les entreposer ici. Nous les acheminons tant bien que mal sur Asmara pour aller sur le Tigré. Tant bien que mal, parce que bon, les problèmes de sécurité ne favorisent pas bien cette affaire. C'est la raison pour laquelle, naturellement, nous demandons que les routes soient ouvertes. Non seulement les routes à l'intérieur de l'Érythrée et du Tigré, mais également la route qui lie Massawa à Asmara, qui est une route qui a été attaquée à différentes reprises. Malgré ces attaques du Front de libération de l'Érythrée, la route entre Massawa et Asmara est restée ouverte jusqu'ici. Par contre, dans la zone de combat séparant Asmara en Érythrée et Mekele au Tigré,
elle est fermée depuis des mois. Pour acheminer la nourriture aux populations menacées par la famine, on a dû se résoudre à mettre sur pied un pont aérien, une alternative coûteuse et peu efficace au transport routier. Il faut 6 rotations quotidiennes aux 5 appareils assurant ce pont aérien pour acheminer les 450 tonnes transportées par un seul convoi de 18 camions et remorques. À Mekele, par contre, les Éthiopiens qui déchargent des avions à dos d'homme sont efficaces. À 30, ils vident les 18 tonnes de la carlingue en 5 minutes. Trois de ces avions de type Hercules sont prêtés par des pays de la communauté européenne qui fournissent également gratuitement des équipages militaires et assurent les frais de fonctionnement de ces appareils. 400 000 francs suisses par unité et par mois. 2 autres sont loués par diverses organisations à une compagnie privée. Facture mensuelle, 1 million de francs par appareil. Ce qui renchérit considérablement le prix du sac de farine pour tous les donateurs publics ou privés. Ce qui explique aussi que les pilotes, sitôt le déchargement terminé, ne perdent pas une minute pour remettre le cap sur Asmara, à 400 km de là, où d'autres portefaix éthiopiens rechargeront 18 tonnes en un quart d'heure. Ces 22 camions sont restés bloqués 10 jours à Mekele. Dans divers centres de distribution de l'arrière-pays, des gens ont dû rentrer chez eux les mains vides. C'est un exemple des problèmes logistiques auxquels s'achoppent les organisations d'entraide. S'ils se répètent trop souvent et durent trop longtemps, ces problèmes peuvent condamner des milliers de personnes. Depuis notre passage, d'autres convois ont été bloqués, pour des raisons que la guerre ne justifie pas, ainsi que l'a affirmé le CICR dans sa protestation du 14 mars. Donc les camions pour nous sont la possibilité d'alimenter nos entrepôts. C'est pourquoi les routes ouvertes dont vous entendez parler sont tellement importantes pour nous, car nous devons à tout prix pouvoir aller dans la direction que nous voulons, aussi souvent que nous le voulons, de façon régulière pour alimenter nos différents points de distribution. Aller où l'on veut, même au prix fort. Pour 600 000 francs par mois et à raison d'1 tonne par voyage, cet hélicoptère ravitaille un centre de distribution près d'un petit bourg à 60 km, pris voici quelques mois par les combattants du Tigré qui revendiquent une autonomie interne. Cet exemple est symptomatique de la situation régnant au Tigré, où le gouvernement est maître des grandes villes, mais où les rebelles font la loi dès qu'on en sort. Nous devions accompagner cet hélicoptère, mais nous n'avons finalement pas obtenu l'autorisation de nous rendre dans cette zone d'Abi Adi, où l'influence des rebelles prédomine. Au lendemain de la grande famine de 83-85, les infrastructures construites par les organisations internationales sont restées en place. Nous sommes dans l'ancien feeding du CICR qui a été ouvert en 84-85. Ici, nous avons les réservoirs d'eau, les différents filtres qui nous permettent d'avoir de l'eau potable en suffisance pour les enfants que nous soignons.
Juste à côté de nous ici sont les différents stocks, les provisions pour la cuisine qui est ici à notre gauche. Et derrière, les différents bâtiments que nous voyons étaient tous, d'une façon ou d'une autre, servaient de réfectoire. Un seul sur notre gauche servait de dortoir pour les enfants, mais l'ensemble vraiment était l'endroit où les enfants venaient pour être nourris. Comme à Korem, des foules d'affamés se sont retrouvées dans ce camp où on avait mis sur pied un feeding center, un centre de nutrition pour cas d'urgence. Malgré cela, 10 000 personnes y sont mortes. Que se passerait-il si une telle situation devait se reproduire? Actuellement, nous avons vérifié que tout peut être remis en état en 15 jours, mais nous nous refusons à les ouvrir maintenant, et ce qui provoquerait un appel pour les gens, en fait, de savoir que tout peut être mis en route trop rapidement. En 15 jours, le feeding peut être fonctionnel. Et le fait qu'il ne fonctionne pas, ça veut dire que la situation n'est pas grave, alors? Non, mais un feeding est vraiment un signe d'une crise très grave que nous essayons d'éviter en faisant en sorte que les gens restent chez eux, dans les villages. Nous les appelons donc pour les distributions, nous les renvoyons chez eux. Les faire rester ici serait une source de problème plus qu'autre chose. Cherchez à exorciser un peu. Un peu. Ces gens dont on enduit les doigts d'une teinture bleue vont bénéficier d'une distribution de vivres. C'est une des étapes d'une procédure d'enregistrement obligatoire qui vise, entre autres, à éviter toute tricherie. Dans certaines régions, ces troupeaux d'hommes, de femmes et d'enfants marchent jusqu'à 5 ou 6 jours pour se rendre sur les lieux de distribution. Mais là, il faut d'abord fournir la preuve du nombre de bouches qu'on a à nourrir. L'obligation de se présenter en famille procède aussi de cette implacable logique. Les schémas guilés et les vieux sages de village sont d'ailleurs là pour certifier que les parents de leur clan sont bel et bien venus avec leurs propres enfants. Une fois par mois, les bénéficiaires de l'aide sont informés de la date de la distribution par les associations de paysans. Le CICR profite de ces distributions pour effectuer divers contrôles relatifs à la santé des enfants et établir des statistiques sur les maladies dont ils sont affectés. Personne d'autre ne pourrait examiner ces gosses. L'Éthiopie ne compte qu'un médecin pour 60 000 habitants. En février dernier, au Tigré, 60% des enfants examinés accusaient un poids inférieur de 15% à la normale. 1 sur 10 présentait une insuffisance de 25%. À ce stade-là, s'ils ne bénéficient pas d'une alimentation normale, ils peuvent basculer en 2 ou 3 semaines au point de non-retour. On détermine leur niveau de développement en mesurant la taille et le périmètre des bras et en comparant ces mesures avec l'âge de l'enfant. Les plus menacés ont entre 6 mois et 5 ans, et c'est entre 1 et 3 ans que la mortalité est la plus élevée. Ces gosses dénutris sont par ailleurs souvent frappés par la rougeole et toutes sortes d'autres infections difficiles à traiter en raison du manque d'hygiène et d'eau potable.
La lutte des Érythréens pour leur indépendance dure maintenant depuis 26 ans. C'est long pour une petite troupe de bandits, ainsi que le gouvernement éthiopien désigne le Front de libération de cette province. Car officiellement, pour Addis Abeba, il n'y a pas de conflit dans cette région désolée. Comment se fait-il alors que le pouvoir entretienne une armée de 360 000 hommes, la deuxième du continent après celle de l'Afrique du Sud? La libre utilisation des routes, voilà ce que demandent avec insistance les organisations humanitaires. Ce jour-là, un convoi avait pu passer. Mais le gouvernement éthiopien joue le chaud et le froid en matière de transport. Il n'a pas intérêt à ce que ces populations soient secourues. Car tant que les organisations d'entraide les soutiendront sur le plan alimentaire, ces gens du Nord n'auront pas de raison de vouloir se réinstaller sur les terres plus fertiles du Sud. Or, le régime pousse autant qu'il le peut à un tel exode, tant pour lutter contre la famine que pour priver les mouvements de libération de leur raison de combattre. Une ouverture permanente des routes est donc illusoire tant que la guerre durera. Les organisations internationales ne peuvent pas résoudre le problème de la famine et sont condamnées à parer au plus pressé en fonction des possibilités. Le CICR, dans une situation conflictuelle, comme partout dans le monde, ne peut jouer que le pompier. Il peut mettre, pour ainsi le dire, de l'eau sur le feu, mais nous ne pouvons rien faire pour prévenir précisément l'éruption du feu. Alors nos limites d'intervention sont certes limitées. Nous essayons de faire ce qui est possible dans les limites de notre mandat, mais il est tout à fait clair que le problème principal, ce n'est pas un problème qui peut être résolu par le CICR et les autres institutions, c'est un problème qui doit être résolu par les Éthiopiens eux-mêmes. Jusqu'ici, l'emblème de la Croix-Rouge a été respecté et tous les convois du CICR qui ont pu prendre la route sont arrivés à bon port. Si le gouvernement freine parfois l'aide alimentaire par un blocus plus ou moins larvé, les fronts de libération n'hésitent pas, de leur côté, à attaquer des convois pour rappeler l'existence de leur lutte au reste du monde, au mépris des populations qu'ils prétendent représenter. Le 13 octobre dernier, sur la route entre Massawa et Asmara, un convoi des Nations Unies composé de 16 camions est détruit par le Front de libération de l'Érythrée. Le même jour, sur la même route, 7 camions du secrétariat catholique éthiopien subissent le même sort. Il y a 3 semaines, 11 autres camions et leur cargaison étaient à nouveau réduits en cendres entre Massawa et Asmara, ainsi que 3 dans la province du Wollo. À ce jour, 120 camions ont été détruits, alors que les organisations humanitaires manquaient déjà de 300 véhicules pour faire face aux besoins. Ces grains de blé calcinés nous rappellent que ce convoi de l'ONU transportait 450 tonnes de céréales. « 450 tonnes, de quoi nourrir 26 000 personnes pendant un mois. » 120 000 habitants en 1958, près de 500 000 aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux sont des paysans des hauts plateaux. Abandonnés à leur sort par un gouvernement qui ne leur a jamais apporté la moindre assistance, ils ont renoncé à lutter contre une des natures les plus hostiles du monde et ont constitué toute une série de bidonvilles autour de la cité. Autre particularité de la ville, une forte présence militaire. Le tiers de l'armée éthiopienne, soit plus de 100 000 hommes, est mobilisé en Érythrée.
sans compter plusieurs milliers de Cubains et un nombre indéterminé de conseillers et officiers soviétiques. Cette guerre civile est ce qui freine le plus la lutte contre la famine et le développement économique du pays. On dit qu'elle coûte 500 000 $ par jour, et c'est sans doute une estimation minimale. La moitié du budget de l'État y est consacrée. Dans ce conflit, ni le Front de libération, ni les forces gouvernementales ne peuvent l'emporter. C'est encore de l'aéroport d'Asmara que décollent les MiG soviétiques pour bombarder les positions des rebelles et les localités qu'ils tentent d'occuper. C'est ici, à Addis Abeba, que se décide le sort de l'Érythrée et des autres provinces. À 46 ans, le colonel Mengistu Haile Mariam est l'homme fort du pays depuis la sanglante révolution de 1974 qui mit fin au règne du Négus. En septembre 1987, l'Éthiopie devient une république populaire démocratique dotée d'une constitution calquée sur le modèle soviétique. Une constitution qui prévoit, entre autres, d'accorder une certaine autonomie administrative à 4 provinces, dont l'Érythrée et le Tigré. Mais avec un régime où Mengistu concentre tous les pouvoirs, on peut être certain que ce vernis de démocratie ne va pas s'inscrire dans les faits. En dehors des quelques grandes avenues et bâtiments de prestige qui constituent sa vitrine, Addis Abeba, 1 million d'habitants, est une cité à l'image du pays, pauvre, très pauvre. Le revenu moyen des 45 millions d'Éthiopiens est de 110 $ par an, et le chômage dans ce pays pratiquement sans industrie et sans services est endémique. Pas de véritable famine ici. Le marché offre tout ce qu'on peut acheter quand on a de l'argent. Mais dans la pratique, les rations alimentaires d'une bonne partie des habitants sont plutôt modestes. La grande sécheresse, la capitale ne connaît pas. Construite sur un volcan éteint, elle est richement pourvue en sources thermales. En près de 14 ans, l'Éthiopie du camarade président Mengistu a battu de vieux records africains en matière de violation des droits de l'homme. Et ce n'est pas terminé. Ce régime marxiste-léniniste qui croit encore au principe de la dictature du prolétariat dans un pays à 90% agricole est haï. Mengistu a échappé à 7 attentats et des fissures commencent à lézarder l'édifice du pouvoir. Depuis 1984, 2 hauts fonctionnaires, 2 ambassadeurs et 1 ministre des Affaires étrangères ont fait défection et se sont réfugiés à l'étranger. Ses habitants n'en tirent pas une véritable fierté, mais la capitale éthiopienne possède la plus grande statue de Lénine de toute l'Afrique. Que penserait aujourd'hui le petit père des peuples de l'application de sa révolution ouvrière dans ce pays de paysans? Priorité des priorités dans le Nord, l'eau. À Asmara, elle ne coule que 2 heures par jour au robinet et une bonne partie de la ville n'est pas alimentée par des canalisations. La municipalité la pompe dans la nappe phréatique à l'extérieur de la ville pour ravitailler les quartiers non équipés. Un de ces tonneaux coûte quelques centimes suisses. Sitôt sorti des villes, on retrouve l'implacable sécheresse du Nord.
Sur la moitié de ces hauts plateaux écrasés de soleil et battus par le vent, 2 milliards de tonnes de terre disparaissent chaque année. Les points d'eau sont rares et presque toujours malsains. Pourtant, les autochtones luttent contre l'irrémédiable. Ici, près de Mekele, 5000 hommes, femmes et enfants ont entrepris la construction d'une digue avec l'aide d'organisations caritatives et religieuses occidentales. Au Moyen-Âge, on disposait de davantage de moyens techniques qu'ici. Mais qu'importe, ces gens tentent de se façonner un avenir meilleur, envers et contre tout. Payés au moyen de nourriture, d'outils et d'un peu d'argent, ils se donnent une petite chance de pouvoir rester sur ces hauts plateaux qui les ont vus naître. Une quarantaine de barrages du même type ont déjà été construits dans la région, au prix d'un effort humain dont ces images donnent une vague idée. Ici, comme ailleurs en Éthiopie, ces gens démunis de tout impressionnent par leur fierté, leur courage, leur dignité face à la terrible adversité de la nature et à l'absurdité d'une guerre interminable qui les place dans le camp des damnés de la terre. Ces régions désolées reverdiront-elles un jour? On semble avoir atteint le point de non-retour. Au début du siècle, 40% du territoire éthiopien était couvert de forêts, même dans ce nord au paysage lunaire. Aujourd'hui, seuls 3% de la superficie du pays sont boisés. Depuis toujours, les Éthiopiens ont oublié un adage essentiel. Quand tu coupes un arbre, plante-en deux. Depuis quelques décennies, tout se ligue en fait pour accélérer le processus de déforestation. La désertification de tout le nord-est de l'Afrique, la continuelle exploitation des rares arbres qui subsistent pour les besoins domestiques. Mais ce bois essentiel pour cuisiner est si rare et exige des trajets si longs pour le trouver que les paysans des hauts plateaux brûlent aussi les bousses de vaches séchées et les résidus des récoltes, comme la paille. Conséquence, pratiquement aucun élément organique ne revient plus dans le sol, qui s'appauvrit davantage encore. Plus rien ne fixe la couche végétale qui est entraînée dans le lit des rivières lors de la saison des pluies. Comme si cela ne suffisait
suffisait pas, le gouvernement défriche les rares forêts restantes du sud pour y réinstaller une partie de la population du nord, accroissant ainsi le déséquilibre écologique. À cet endroit même, 10 000 personnes périrent en 1984-85. Aujourd'hui, diverses communautés religieuses éthiopiennes, appuyées par la branche italienne de Caritas, qui supervise également la construction des barrages, y ont planté des eucalyptus à croissance rapide. D'autres tentatives de reforestation, plus importantes que celles-ci, ont eu lieu dans d'autres régions. Mais ces tentatives de renverser le cours de la nature sont-elles vraiment une solution? On tâche d'avoir des solutions. Une solution à court terme, hein, et une solution pour après. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les barrages, les solutions qu'il y a déjà tout de suite, on a vu aussi dans les autres 2-3 ans, dans le barrage qu'on a fait, on a déjà des résultats. Il y a de l'eau, parfois il y a de pluie au dehors de la saison de pluie. Alors on recueille de l'eau, on tâche de prendre tout l'eau qu'on a possibilité et on voit déjà quelques résultats parce que dans les environnements qu'il y a de l'eau comme ça, il y a le bétail, ils ne sont pas morts, alors on a déjà quelque chose. Et après on plante des arbres. Et on plante des arbres de fruits et des végétables aussi, des légumes. Ça c'est le résultat immédiat. Après, le résultat à long terme, c'est que quand il y aura beaucoup d'eau, on peut faire aussi des irrigations, des puits pour les gens, avoir de l'eau pour boire et aussi pour des projets agricoles. Si la terre de cette région, si la terre disparaît, si la terre meurt, est-ce qu'on peut faire réversible ce phénomène avec des actions comme celle-ci? Peut-être que ça ne peut pas résoudre le problème 100%, mais on peut faire beaucoup de choses et on peut aider beaucoup de gens avec ça. Parce que le terrain, c'est pas bon dans plusieurs endroits, mais quelque part, le terrain c'est aussi bon. Alors, on peut résoudre la situation pour un certain pourcentage de personnes. Et puis à long terme, c'est aussi du bois pour cuire, pour les familles. Oui, ça c'est un grand problème, le bois pour chauffer, parce qu'on doit aller 2-3 jours de marche pour trouver du bois. Alors, ça fait des plantations bien faites, qu'après chaque année on peut couper quelque chose. Alors on peut résoudre aussi le problème pour cuisiner. Dans combien d'années est-ce qu'on pourra commencer à exploiter ces arbres? Je crois après 8-10 ans, on pourra déjà commencer à couper quelque chose pour le bois en surface. Mais il faudra attendre une dizaine d'années, je crois. Dix ans de lutte acharnée pour maintenir ces jeunes arbres en vie. Dix ans d'efforts sur une terre qui va probablement recevoir de moins en moins de pluie. 10 ans de résistance aux effets conjugués du soleil et du vent qui assèchent irrésistiblement le sol. Même si on arrose ces eucalyptus toutes les 3 semaines, l'espoir paraît bien fragile.
Ici, l'avenir semble décidément davantage prometteur pour les cactus. Mais en attendant un hypothétique et très partiel retournement de la situation, l'urgence de l'aide est bien là. Semaine après semaine, les besoins de la population augmentent. Voici venue l'heure de la distribution tant attendue. Cet homme est venu seul avec ses 3 enfants, sa femme étant sur le point d'accoucher du 4e. Ils ont marché 28 heures pour venir jusqu'ici. And in his home, how long does he have to walk to get water? And to get food, to get wood for cooking? እንደ ሰዓት ይወስደኩም እንፀይት ልምግናይ ከምዚ አንተ ፋዱስ ንጎሆ ኸይና ምሳሕ ትመጽ ወረፋጅ 5 hour go and back. Is it the first time he comes here? ላውዚ ልክትመጽ ለመጀመሪያ ጊዜኹም ዲኹም እርዳታ ትረኽቡ ናቀይ መስከል ቅድሚ ሕዚ ኣረ ቀደማት የረኸኝ yes is first time. And did he suffer in 84 or 85 from the food situation? ب78 درقت له طميخم دنيرهم ابي نيرهم دا سدت خيل سمين خيل نير ها سمين خيل نير امته ساقيكم نيركم طميت تصحكم نيرو yeah he had a drought and he went to wander and to get something. Par personne, la ration mensuelle se compose de 4 kg de haricots, de 12,5 kg de farine et de 2 litres d'huile. Un apport quotidien de 2400 calories. Les enfants qui ont besoin de davantage de calories et de protéines reçoivent une ration de haricots plus importante ainsi que des capsules de vitamine A. Les familles ayant touché leur ration, les clans se referment autour de leur trésor de survie qu'ils sont prêts à défendre chèrement face à tout intrus. Dans un mois, ces gens reviendront pour une nouvelle distribution. Leurs enfants pourraient bien revenir longtemps encore. En 1995, selon certains experts, l'Éthiopie risque d'avoir besoin d'une aide alimentaire 7 fois plus importante que cette année. ولا يتحلف لنا ولا حدا ركبنا